Je m'appelle Camille, j'ai 25 ans et voici l'histoire de comment j'ai choisi de croire ses promesses plutôt que mon instinct, comment j'ai ignoré tous les signaux d'alarme qui clignotaient devant mes yeux, comment j'ai accepté d'être abandonnée enceinte de mon troisième enfant parce qu'il m'avait convaincue que Dieu lui-même lui avait ordonné de partir sans nous, et voici surtout l'histoire de comment mes 3 enfants m'ont sauvée du gouffre dans lequel j'étais en train de sombrer. Parce que la vérité était trop douloureuse à accepter, parce que reconnaître que j'avais gaspillé mes plus belles années avec un manipulateur qui ne m'a jamais aimé signifiait admettre que toute ma vie n'était qu'un mensonge, alors j'ai préféré croire qu'il allait changer, qu'un miracle allait transformer ce monstre en prince charmant, que mes prières allaient être exaucées et que notre famille détruite allait se reconstruire, mais aujourd'hui je sais que les seuls miracles dans ma vie ce sont mes 3 enfants et la force que j'ai trouvée pour survivre seule à 22 ans avec un bébé dans le ventre et 2 autres accrochés à mes jambes, et si je vous raconte cette histoire aujourd'hui c'est pour que vous reconnaissiez les signaux que moi j'ai ignorés pendant des années jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Mes parents ont divorcé quand j'avais 6 ans et je n'ai aucun souvenir de ma famille unie, c'est comme si ma mémoire avait effacé cette période ou peut-être que je n'ai jamais voulu m'en souvenir. J'avais 2 frères plus âgés et moi j'étais la petite dernière. Quand le divorce est arrivé mes frères étaient déjà adolescents mais moi j'avais seulement 6 ans et ma mère m'a emmenée avec elle. Ce fut un divorce difficile et mes parents n'ont toujours pas une bonne relation aujourd'hui après toutes ces années. Et très vite sont arrivés un beau-père et une belle-mère dans ma vie, j'ai grandi en me sentant aimée par eux mais en même temps je ne me sentais jamais vraiment chez moi, c'était comme si je ne trouvais ma place ni dans la famille de ma mère ni dans celle de mon père. Dans la famille de ma mère ils se sont mariés et ont eu une fille ensemble et moi je sentais qu'elle était la fille de cette maison mais que moi je n'étais que la fille qui était venue en cadeau pour lui. Peut-être que pour eux ce n'était pas comme ça mais c'est ainsi que je voyais toute cette situation, et avec mon père c'était pareil, ma belle-mère n'a pas eu d'enfant, elle en a voulu pendant longtemps mais finalement non, et je me sentais aussi hors du cadre parce que c'est différent n'est-ce pas? Alors j'ai grandi comme une personne un peu inadaptée qui ne savait pas quoi faire, je ne me sentais jamais bien au point de dire non ici c'est vraiment chez moi. Il y avait toujours des petites disputes avec l'un ou l'autre et je partais d'une maison pour aller dans l'autre, j'ai même vécu un moment avec mon père pendant mon adolescence mais mon père a toujours énormément travaillé, il travaillait de nuit donc même si j'allais chez lui je restais surtout avec mes frères parce que je me souviens que mon père partait vers 20 h le soir, rentrait à 10 h du matin, dormait jusqu'à 18 h, se préparait et repartait à 20 h. C'était ce rythme infernal et grâce à Dieu il nous a donné une bonne qualité de vie, j'ai été une enfant qui a eu les choses qu'elle voulait. À 15 ans je suis partie au Canada dans un voyage que mon père m'a offert pour mon anniversaire, mais il y avait ce manque de présence avec moi parce que je comprends qu'il travaillait tant pour nous donner le meilleur mais en même temps à un moment dans mon cœur quelque chose s'est perdu. À 15 ans a commencé une dépression qui s'est vraiment installée à 16 ans. Je me souviens que je suis partie de chez mon père et que je suis retournée chez ma mère parce que nous avions eu une dispute, je m'étais impliquée dans une mauvaise amitié et j'avais bu de l'alcool. Alors que j'avais 16 ans, nous avons eu une grosse dispute et je suis retournée chez ma mère mais avec le même sentiment que ce n'était pas ma place, et j'ai continué comme ça jusqu'à finir le lycée, et quand j'étais presque diplômée j'ai rencontré la personne en question, Alexandre. Nous nous sommes connus sur Instagram parce qu'il me suivait depuis un moment et il m'a dit qu'il fréquentait une église que je voulais vraiment connaître, une église qui n'était pas aussi traditionnelle que celle où j'allais. J'avais un esprit un peu rebelle disons dans le sens chrétien et je voulais aller dans cette église parce que c'est une église où les gens ont des tatouages et d'autres dénominations ont des préjugés contre ça, mais je suis allée pour le rencontrer lui. Je me souviens que c'était un culte pour les jeunes et je l'ai rencontré ce jour-là, il a commencé à me parler, il me voyait à la sortie du lycée parce que j'étais en train de terminer mes études donc j'étais en dernière année. Et dans les derniers mois du lycée, nous nous retrouvions devant l'école, nous nous promenions dans les centres commerciaux et il me traitait comme si j'étais la chose la plus importante de sa vie. Toute sa famille m'a également accueilli et je ne sais pas, il semblait vraiment me mettre dans une place très spéciale. Et je me suis engagée dans cette relation de plus en plus profondément, et moi je voulais partir de chez mes parents à tout prix, je vivais avec ma mère mais comme je voulais. Ce n'était pas bien, je n'étais pas heureuse là-bas, je me disputais beaucoup, je ne m'entendais pas du tout parce que mon beau-père ne me laissait pas sortir non plus, je voulais faire des choses normales d'adolescente par exemple aller me promener au centre commercial avec mes amis et il ne me laissait pas. Quand j'y allais c'était parfois avec l'aide de ma mère mais sans qu'il le sache, il ne me laissait pas avoir cette vie sociale, et aussi pour les tâches ménagères il disait tu
À la responsabilité de nettoyer ceci, de nettoyer cela, c'est toi qui dois t'occuper de cette partie, tu n'as pas fait telle chose, et moi j'étudiais déjà et j'aidais déjà ma mère dans son travail, donc je me sentais surchargée dans cette maison. Et je me disais, mais est-ce que si j'étais vraiment la fille de la maison je vivrais ça? Cette pensée a toujours été dans ma tête, alors je voulais partir de là coûte que coûte. Je me souviens qu'un jour il m'avait donné une bague de fiançailles et il m'a dit, mon rêve c'est d'être père, pourquoi tu ne me donnes pas un enfant? J'avais 17 ans, j'allais avoir 18 ans au début de l'année, et j'ai dit quoi, mais comment ça un enfant? Il a dit non, parce qu'on va vivre ensemble, on aura un enfant et tu pourras partir de là, on trouvera une maison, et j'ai dit non, je ne veux pas maintenant, et quelques mois ont passé et c'est arrivé, et quand j'ai vu le test positif, mon monde s'est écroulé, je n'en parlais pas avec mes parents, je ne savais pas quoi faire, et je me suis dit bon, maintenant c'est comme ça, et il y avait une opportunité de retourner au Canada pour un échange étudiant et j'ai vu le test positif de la grossesse, nous sommes allés parler avec mes parents. Ma mère a complètement paniqué et elle m'a dit, tu ne vas pas quitter cette maison, tu vas vivre ici, mais mon beau-père m'a dit non, tu peux faire tes valises et trouver un endroit parce que la seule femme enceinte dans ma maison c'est ma femme, et ma mère ne le savait même pas à ce moment-là, elle l'a appris des années plus tard parce que je pensais qu'elle le savait mais non, et elle m'a dit, tu ne me l'as jamais raconté, j'ai dit ah mais c'est arrivé. Et enfin nous avons loué une petite maison qui était moins chère pour réussir à déménager étant si jeune et tous les deux sans emploi, il n'avait pas commencé à travailler, il avait 19 ans, il travaillait parfois avec son père mais rien de formel, nous avons déménagé dans cette maison et au début je recevais encore ma pension alimentaire donc ça permettait de payer quelques petites factures mais mon père a dit, si tu es enceinte et que tu vis avec quelqu'un je vais couper la pension, et il l'a coupé vraiment. Il ne restait que les derniers mois qui tombaient parce que c'était prélevé sur la fiche de paie, alors ces derniers versements sont tombés et après il a fallu se débrouiller, mon beau-père a dit, je ne sais pas quoi faire avec ces deux-là, je travaillais avec ma mère mais je gagnais très peu, j'étais encore enceinte, ce n'était pas formel, et mon beau-père lui a dit, écoute, si tu veux venir dans mon garage tu vas apprendre le métier et je vais te payer au fur et à mesure que tu apprends, je te donnerai de l'argent. Ce n'était pas un poste dont il avait besoin, il a fait ça vraiment pour nous aider à nous débrouiller, mais pourquoi? Parce qu'il préférait qu'on se débrouille seul plutôt que d'être dans sa maison. Nous avons commencé comme ça, j'ai eu 18 ans tout de suite après, je me suis installée avec lui en janvier, j'ai eu 18 ans en février, c'était vraiment rapide, et je suis entrée à l'université même en étant enceinte, j'ai fait 4 ans de pédagogie et j'y allais enceinte, c'était un processus difficile. Je travaillais et j'allais à l'université même à ce moment-là, et quand nous avons emménagé ensemble ça ressemblait encore à un conte de fées, je me disais non, on va construire notre vie maintenant, tout va bien se passer parce que maintenant je ne suis plus dans cet environnement qui me rendait mal, maintenant je vis ce que je voulais vivre, encore dans ce contexte tellement perdu parce qu'à l'époque je me regardais et je me disais non mais je suis responsable, j'y arrive. Mais aujourd'hui quand je regarde en arrière j'étais totalement une enfant, on a cette fausse illusion n'est-ce pas, et j'ai continué mes études, j'ai continué à travailler avec ma mère et mon bébé est né en juillet 2018, le premier fils c'était Julien. Il est né et quand il est né il y a eu cette joie sur le moment parce que waouh, je vois un fils qui est sorti de mon ventre, ce sentiment c'est vraiment le mien, mais est-ce que c'est bien comme ça? Et là a commencé un cauchemar immédiatement. Il est devenu une autre personne dans la relation, il n'aidait pas avec le bébé, je m'occupais du bébé pratiquement seul, parfois il rentrait du travail le soir et j'avais encore le pyjama de la nuit précédente qui sentait le lait aigre parce que ça fuit, le lait maternel, le bébé vomit sur nous, et je n'y arrivais pas. J'étais trop jeune pour tout ça, il rentrait, prenait sa douche et se couchait pour dormir, ce n'était pas du genre tiens je vais prendre le bébé pour toi. Alors j'ai commencé à ressentir cette surcharge immense et à penser mon Dieu qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, quand Julien a eu environ 3 mois il était déjà bizarre à la maison, il disait déjà par exemple ah je vais jouer au foot aujourd'hui et moi je disais mais tu vas sortir jouer au foot, j'ai un nouveau-né ici, et lui je vais jouer c'est tout, et il sortait. Puis aujourd'hui je vais faire du vélo avec mes amis, mais tu vas sortir faire du vélo avec tes amis, le soir j'ai ton bébé. Je vais et c'est tout, et il sortait, et il y a eu un jour où il s'est tourné vers moi et moi totalement épuisée, je n'avais plus de désir sexuel parce que j'étais dans le postpartum, j'étais exténuée, je n'avais pas d'aide, pas de soutien et je n'avais pas interrompu mes études pour cette maternité, donc je faisais des travaux universitaires, des examens et je n'avais pas arrêté de travailler non plus parce que je travaillais avec ma mère dans les transports scolaires. J'ai travaillé jusqu'à une semaine avant qu'il naisse, il est né pendant les vacances et j'ai fait les 40 jours de postpartum et je suis déjà retournée travailler, je l'emmenais dans son siège auto dans la camionnette,
Donc j'étais dans un stress total, et j'ai entendu de sa part: ah mais si tu ne le fais pas, si je ne l'ai pas à la maison, je vais devoir commencer à chercher ailleurs, et moi avec cette surcharge immense, environ une semaine s'est écoulée. Il était à la maison et il m'a dit: écoute, aujourd'hui ne m'attends pas après le travail parce que je vais rentrer plus tard, et je lui ai dit: mais comment ça tu vas rentrer plus tard? Non, c'est que je vais sortir avec une amie, je vais avec une amie au centre commercial. Et je lui ai dit: tu vas avec une amie au centre commercial, tu te moques de moi? Pourquoi on est là, j'ai le bébé ici, qu'est-ce que tu vas faire? Non, c'est une amie, tu es trop contrôlante, il n'y a rien à voir, c'est une amie d'enfance, elle m'a appelé, et lui j'ai passé toute la journée à l'appeler: n'y va pas, arrête s'il te plaît, arrêtons de nous punir, allons nous réconcilier, et il est vraiment allé au centre commercial avec elle. Je me souviens qu'à l'époque j'avais vendu un iPhone que j'avais. C'était un iPhone 6 et j'avais de l'argent et il avait dit: cet argent on doit le diviser. Non, j'avais dit non, mais c'était mon téléphone. Il avait dit non, mais on doit diviser parce que ça ne coûte rien. Et puis, et à l'époque aussi, je viens de me rappeler que nous cherchions un appartement à acheter et nous étions en train de préparer les documents pour pouvoir acheter cet appartement et tout était en ordre et en cours pour qu'on l'achète. Et j'ai vendu ce téléphone et ma part je l'ai gardé parce que je me suis dit: à un peu d'argent qu'on met en plus pour la compte de l'appartement, ça ne fera pas la différence mais ça aide, et il voulait que je divise, que je lui donne sa part de mon téléphone que ma mère m'avait acheté quand j'étais plus jeune, et je lui ai donné, j'étais tellement naïve, j'ai donné l'argent pour lui. J'ai gardé le mien à la maison, lui il a dépensé le sien pour n'importe quoi, je ne me souviens plus, peut-être des pièces de vélo, et ce jour-là où il est allé avec cette fille, j'étais au travail. Quand je suis rentrée à la maison, la première chose à laquelle j'ai pensé c'était l'argent du téléphone qui était à la maison. Quand je suis allée le chercher, il n'était plus là, il avait pris cet argent, était allé au centre commercial avec elle. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait ce jour-là, mais j'ai pleuré tellement, et moi avec le petit bébé, et j'ai commencé à prendre tous ses vêtements comme ça, je les ai mis dans plusieurs sacs. Je les ai mis dehors et quand il est arrivé, je lui ai dit: prends ses affaires et va-t'en, d'accord, parce que ça ne marche pas, je veux que tu sortes de la maison, et il a dit: non, s'il te plaît, laisse-moi, on n'a pas besoin d'être ensemble, mais laisse-moi dormir ici encore un peu, je vais dormir dans le salon jusqu'à ce que je trouve un endroit. Et j'ai dit: non, tu pars aujourd'hui. À l'époque ses parents ne l'ont pas accueilli parce que j'ai appelé et raconté ce qui se passait. Ils ne l'ont pas accueilli et il est resté un moment à vivre dans un garage où il travaillait parce qu'il n'était déjà plus chez mon beau-père. Il est resté un moment dans ce garage, mais en l'espace de 5 jours après que je l'ai mis dehors, il a officialisé cette fille avec qui il était allé au centre commercial sur les réseaux sociaux, il a posté des photos avec elle. Il a tout mis avec elle et j'ai découvert après, quand j'ai vu qui c'était, que sa famille m'a dit: c'est une ex-petite amie de quand il était adolescent et il est allé vivre chez elle avec sa mère. Elles l'ont accueilli là-bas et c'était déjà très difficile à cette époque parce qu'il n'envoyait même pas de pension alimentaire. C'était vraiment galère, et la fille avait une fille et la fille de cette fille, il était sur les photos d'anniversaire, il participait, et ses fils à lui, il ne faisait rien pour eux. Ses parents le critiquaient beaucoup pour ce qui se passait, mais c'était sa décision à lui, sa famille n'était pas d'accord mais il l'a fait. Les grands-parents venaient toujours chercher mon fils pour qu'il reste un peu chez eux et il n'allait même pas le voir là-bas, et parfois il y allait et restait une demi-heure et repartait. Pendant cette période j'ai continué à vivre seule. Mon beau-père m'a dit: écoute, je vais te donner 500 € pour t'aider avec les factures, mais je n'étais déjà plus avec ma mère non plus, je venais d'entrer à la crèche municipale. J'ai travaillé un moment à la crèche comme stagiaire, donc je gagnais encore très peu mais un peu plus qu'avec ma mère, et avec l'argent de mon beau-père, parfois mon père m'aidait avec une couche ou autre chose de ce genre, et il m'aidait aussi avec du lait pour l'enfant. Et je me débrouillais comme ça. Un week-end j'étais maquilleuse, un autre week-end j'étais coiffeuse, parfois s'il y avait des maisons à nettoyer j'y allais aussi, un peu de tout pour réussir à finir mes études et m'occuper de lui. Après, quand mon anniversaire approchait, nous nous étions séparés en septembre et mon anniversaire c'est en février. Quand février est arrivé de nouveau, il y avait une excursion au zoo organisée par mon travail, et je lui ai dit: écoute, si tu peux m'aider à payer, j'aimerais vraiment l'emmener avec moi. Et il a utilisé ça comme une porte d'entrée, il a dit qu'il allait t'aider et après il a commencé à envoyer beaucoup de messages qu'il regrettait, qu'il s'était rendu compte de ce qu'il avait fait, qu'il devait revenir, et je lui ai dit: non, je ne reviens pas. Je ne ressens plus rien pour toi, il n'y a aucun moyen de revenir maintenant, mais pendant cette période où j'étais seule, ma famille ne m'aidait pas émotionnellement parce que c'était plutôt du genre: ce sont tes décisions, tu as désobéi, donc c'était comme une punition pour la désobéissance. Alors je me voyais très seule et depuis petite j'ai toujours eu cette douleur de ne trouver ma place nulle part et j'avais eu une dépression à l'adolescence.
Donc dans cette phase je me disais mais mon Dieu pourquoi je suis ici, à quoi ça sert, est-ce que la vie n'est que ça, est-ce que la vie n'a rien de plus, et lui qui demandait à revenir et moi qui disais que je n'allais pas revenir et lui qui demandait à revenir. Il y a eu un jour où il est venu jusqu'à ma maison et il a commencé à appeler et il a dit je suis là au portail, ouvre le portail, j'ai dit je ne vais pas ouvrir, c'était un dimanche soir parce qu'il était allé à l'église parce qu'il regrettait, les gens vont à l'église quand ils regrettent n'est-ce pas, et il est arrivé du culte et il a dit non je dois parler, j'ai dit je ne veux pas parler, il a dit alors d'accord alors apporte mon fils je veux voir mon fils j'ai besoin de voir mon fils. Et j'ai réveillé le bébé et je l'ai emmené vers lui et il demandait à revenir, j'ai dit que je ne revenais pas, et il m'a dit écoute il va y avoir une conférence d'un pasteur à l'église, c'est une conférence d'un des pasteurs les plus célèbres, et il m'a dit je sais que tu aimes ces choses parce qu'il y aura ces livres et j'ai des billets pour 2 personnes mais tu n'as pas besoin de revenir avec moi mais allons-y, et j'y suis allée c'était un jour avant mon anniversaire. Et j'y suis allée avec lui là-bas et j'ai eu une rencontre avec Dieu je peux dire ça comme ça, et les gens disaient non mais Dieu ne veut pas le divorce. Dieu soutient la restauration parce que Dieu a une nouvelle histoire pour vous, mais lui n'a jamais vraiment voulu être restauré, je crois encore que Dieu peut changer les gens mais lui n'a jamais voulu être changé, et je suis revenue mais c'était dans un contexte où ce jour-là où je suis sortie avec lui, en fait c'était le jour où il était chez moi je crois, je ne me souviens pas bien, mais quelqu'un m'a vu, est passé dans la rue et a vu qu'il était au portail et l'a dit à mes parents, et ils ont compris que j'étais revenue avec lui et ce n'était pas vrai, il était chez moi à demander de revenir mais je n'étais pas revenue, et leur réaction a été tu parles encore avec ce type et on essayait de t'aider donc on ne t'aide plus à partir de maintenant, et il a dit laisse-moi dormir chez toi aujourd'hui, il a apporté quelques affaires, après il a tout apporté petit à petit. Mais à la maison je lui disais je ne ressens rien pour toi, je n'arrive plus à t'appeler, et ça a été ce processus pendant des mois, moi en train de lui dire ça, d'ailleurs les dernières conversations qu'on a il ramenait ça à la surface mais tu disais que tu ne m'aimais même pas, mais tu m'as abandonné avec un enfant, et enfin ma famille ne l'acceptait pas et ils ont peut-être encore aujourd'hui une vision différente de moi, aujourd'hui on a une meilleure relation, on se parle. Mais leur vision de ce qui s'est passé est peut-être différente mais c'est comme ça que ça s'est passé pour moi, il est revenu à la maison et nous avons commencé à essayer à nouveau, et c'était très étourdissant parce que c'est très lourd de gérer la douleur de la trahison, ça revient toujours pour te le jeter à la figure et tu commences à penser que tu n'es pas si belle que ça, que tu n'es pas si intelligente parce que peut-être si tu étais différente ça n'arriverait pas, que tu ne peux pas sortir de ce trou où tu te trouves. Tu ne peux pas te relever, et mon estime de moi est tombée en dessous de 0, après ça la pandémie est arrivée, et quand elle est arrivée, en fait un peu avant, j'allais au travail à vélo et j'ai eu un accident de voiture, donc j'ai une cicatrice ici. Je suis bien maquillée aujourd'hui mais j'ai une cicatrice ici et une ici parce que j'ai eu le visage contre le sol, et c'était 2 ou 3 jours avant le confinement pendant la pandémie. Donc quand le confinement a été décrété j'avais le visage de cette taille-là, totalement défiguré, c'était une période super sensible pour moi parce qu'avec tout ce qui se passait déjà la pandémie est arrivée, nous venions juste de nous remettre ensemble parce que nous étions revenus ensemble en février et en mars il y a eu le confinement. Donc nous n'allions même pas encore bien et tout a été fermé et nous restions à la maison toute la journée ensemble, et dès qu'il est revenu chez moi je suis allée chez le médecin. J'ai essayé de prendre rendez-vous parce que j'avais besoin d'un contraceptif, quelque chose parce que je ne veux en aucun cas tomber enceinte, et ils ont dit nous ne prenons rendez-vous que pour les urgences. Parce que nous sommes en pandémie et nous ne prenons pas tout le monde, quand juin est arrivé j'ai eu le 2e test positif et c'était Thomas. Et j'étais déjà en train de vivre un processus parce que jusqu'alors nous fréquentions l'église et tout et il semblait vraiment vouloir changer, et Thomas est venu. Thomas est né et il est né en février près de mon anniversaire encore, et quand Thomas est né là-bas à l'hôpital il est resté quelques heures, j'ai eu une analgésie pour l'accouchement. Donc ce n'est pas une anesthésie mais on reste allongé 4 heures après et on ne peut pas lever la tête, il est resté cette période-là et à l'heure où il était disons 4 heures du matin il est parti parce qu'il était trop fatigué. Il devait dormir à la maison et pendant la période où il était là il dormait aussi dans le fauteuil et moi j'étais avec le bébé seul en train d'essayer d'allaiter parce qu'il pleurait et je ne pouvais pas me lever et lui qui dormait, et il s'est levé et a dit « Non je suis trop fatigué je vais dormir à la maison », et il est parti, je suis restée sans accompagnant à l'hôpital, et après un moment quelques heures plus tard ma mère est venue, mais le soir il n'est pas venu. Il a dit écoute je vais rester avec Julien parce que Julien est seul à la maison je vais rester avec lui pour qu'il ne se sente pas trop seul, le lendemain il est venu un peu mais il est arrivé en retard parce qu'il était allé au centre commercial s'acheter des vêtements, et je me
Souviens de me voir là à l'hôpital et de penser tout se répète encore, quand je suis rentrée de l'hôpital j'ai passé la majeure partie du temps seule, il y a eu un jour où sa mère est aussi venue un peu pendant la journée mais les nuits seules. Quand je suis rentrée de l'hôpital j'ai vu sur son téléphone qu'il y avait le jour où il était à la maison une photo d'une canette, il ne buvait pas avec moi pendant le temps où nous étions ensemble, il n'a jamais bu, il n'a jamais utilisé aucun type de drogue, mais il y avait une canette de bière comme ça devant notre télé, et pourquoi ce jour spécifique il était en train de boire et sur la photo c'est sa main gauche et il était sans alliance, et j'ai dit à qui tu as envoyé cette photo, pourquoi tu as enlevé ton alliance, oh tu es tellement folle, la photo c'est la main droite. C'est toi qui vois des choses, la photo est inversée blablabla, et ça m'a donné une insécurité énorme, et tout s'est répété, je me souviens et j'ai oublié de mentionner aussi que quand Thomas est né nous avons déménagé dans une autre maison dans un autre quartier qui était plus grande qui était meilleure, la vie semblait avancer mais notre relation certainement pas, et ce nouveau processus a commencé, et je me souviens d'être de nouveau exténuée, Thomas est né en 2020. J'ai fini mes études en 2022, j'étais encore à l'université, je faisais encore des travaux, et encore un postpartum pendant mes études, j'ai présenté beaucoup de travaux avec le bébé dans les bras, j'emmenais le bébé à l'université. Les filles m'aidaient à le tenir et je me voyais de nouveau la nuit seule avec le bébé dans les bras et lui qui dormait, tout s'est répété et ça me rongeait de l'intérieur et ma vie est devenue quoi, je dois prier pour sa transformation parce que comme c'est là ça ne peut pas continuer. Mais je ne comprenais pas que je pouvais partir, je pensais que je devais supporter parce qu'il allait changer, tout le monde change pourquoi ça n'arriverait pas avec moi, et je priais toujours pour lui et je l'appelais pour aller à l'église, j'ai commencé à servir dans le ministère des enfants de la petite salle, j'y allais avec le bébé dans les bras parfois souvent je l'attachais dans le porte-bébé et j'y allais, lui parfois il venait, parfois il disait qu'il n'avait pas trop envie d'y aller. Mais qu'il y aille ou non il ne vivait pas ça, et moi avec cette foi non mais un jour ça va arriver, un jour ça va arriver, nous avons eu encore un désaccord par rapport à la trahison à cette époque parce que j'ai vu sur son téléphone une fille et je ne sais même pas te dire exactement ce que c'était parce que je me souviens que je voulais prendre son téléphone pour m'envoyer une photo de nous que je n'avais pas qui était sur son téléphone, et quand j'ai ouvert et que j'ai mis pour partager la photo, en fait sont apparus les contacts fréquents parce qu'il archivait les messages, je ne sais pas, il cachait des messages, mais est apparu en contact fréquent une fille, et j'ai commencé à le questionner. Il a dit je ne sais pas quelle fille c'est, ça doit être le contact de l'ancien propriétaire de ce téléphone parce qu'il l'avait acheté d'occasion, ce n'est jamais sa faute, jamais jamais, je ne sais même pas te dire si cette trahison s'est vraiment passée physiquement mais ça n'empêche pas que c'était en ligne non. Et encore une fois un jour Dieu va le changer, un jour ça va s'améliorer, un jour ça va passer, et en 2022 nous avons vécu notre meilleure année en termes financiers. Nous vivions de fin 2021 à début 2022 notre meilleure année financière, il était dans un meilleur emploi toujours dans sa profession mais dans un meilleur, et nous avions des enfants à cette époque, Julien en 2021 avait 3 ans et Thomas en avait 1. Et ça semblait que tout s'arrangeait et il est resté un moment sans donner de raison dans le sens de trahison de femme, et ça semblait vraiment maintenant ça y est, maintenant. Dieu l'a transformé, et à la fin de 2021 il a commencé à manquer le travail, et je demandais pourquoi et il disait non ils n'ont pas besoin aujourd'hui ou quelque chose comme ça, quand la nouvelle année est arrivée le 1er janvier 2022 son patron est venu chez nous, a rendu ses affaires qui étaient là-bas et a dit à partir d'aujourd'hui tu n'as plus besoin de revenir parce que tu n'y allais déjà plus de toute façon, et j'ai dit mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant, parce que jusqu'alors je ne travaillais pas à cette période parce que j'avais travaillé en stage jusqu'à la naissance de Thomas. Quand Thomas est né mon stage allait déjà se terminer aussi et je suis partie pour m'occuper de lui, et il a trouvé d'autres emplois et j'étais super contente. Et à cette époque j'avais monté un cahier où j'écrivais mes prières et j'ai tout noté là-dedans, je ne sais pas quoi faire, je ne sais plus en quoi avoir espoir dans la vie parce qu'encore une fois, il est au chômage et je ne sais pas comment ça va être à partir de maintenant, et après il y en a un autre là-bas. Merci mon Dieu aujourd'hui il a reçu le travail, je suis très reconnaissante pour ça, il ne gagne pas encore autant qu'avant mais c'est déjà quelque chose, donc j'ai tout dans les prières de mon cahier. Et un mois s'est écoulé, la dame voulait l'enregistrer officiellement, il est parti, et j'ai dit mais elle voulait t'enregistrer pourquoi tu es parti, ah non parce que je ne veux pas rester là-bas, et il a trouvé un autre et le même problème, il voulait partir, jusqu'à ce qu'un jour il arrive à la maison en pleurant, il pleurait en larmes comme ça beaucoup. Dieu m'a dit d'aller au Portugal, je regardais une prédication et Dieu m'a parlé.
Il m'a dit d'aller au Portugal mais je dois y aller d'abord seul sans vous pour arranger les choses là-bas pour que vous puissiez venir, et ce jour-là j'ai déjà dit tu es fou, tu ne vas pas détruire notre famille encore, tu ne vas pas faire ça. J'ai appelé sa mère, votre fils veut détruire notre famille encore, il dit qu'il va partir au Portugal, et elle a dit non il ne va pas, on va prier il ne va pas le laisser partir, et il a commencé à démissionner des emplois et il disait non maintenant je vais seulement travailler au Portugal. Je ne veux plus travailler ici, je ne veux pas trouver de travail ici, et ça a commencé à devenir insoutenable, même si je n'étais pas d'accord pour qu'il parte au Portugal ça a commencé à devenir insoutenable de soutenir notre maison, ce n'était plus possible, il n'y avait plus de quoi payer le loyer et faire les courses, il y a eu un mois où ma mère a dû payer notre loyer et sa mère a dû faire des courses, et comment on allait faire tous les mois comme ça? Il n'avait pas l'argent pour partir et il ne voulait pas travailler ici, et je lui disais mais travaillons, planifions et après on arrange les documents et on part en famille, et il disait non je vais seul parce que Dieu m'a dit de faire comme ça, et ma mère a dit bon ça ne marche pas pour vous là-bas, ça ne marche plus, je ne peux pas continuer à payer pour vous, alors votre grand-père vient de décéder, pourquoi vous n'allez pas vivre avec votre grand-mère parce que votre grand-mère souffre beaucoup d'être veuve récente, elle se sent très seule. Alors allez-y, vivez un moment avec elle, reconstituez-vous et après vous aurez de nouveau quelque chose à vous. À cette époque il disait déjà, il avait commencé à dire à ma famille parce que je prévois d'aller au Portugal, et avant qu'on aille chez ma grand-mère il y a eu un jour où il est arrivé et n'importe quel 300 € aurait fait la différence dans notre vie à ce moment-là parce qu'il ne travaillait pas, nous n'arrivions à rien payer. Et il est arrivé un jour et a dit aujourd'hui j'ai déjà pris rendez-vous pour faire mon passeport, et j'ai dit comment ça tu as fait ça, tu as gagné 300 €, tu as payé 256 € pour un passeport, pourquoi tu n'as pas donné cet argent pour qu'on achète de la nourriture pour nos enfants? Et lui non parce que je devais le faire parce que Dieu m'a dit d'y aller, et j'ai beaucoup pleuré ce jour-là, quand il est allé le faire je n'ai pas voulu l'accompagner. C'est une de ses nièces qui y est allée parce que je ne voulais pas y aller avec lui, et nous sommes allés chez ma grand-mère, nous avons dû vendre tous les meubles parce qu'ils ne rentraient pas dans la maison de ma grand-mère, alors nous les avons vendus, nous avons gardé mon lit, le lit de Julien mais même le matelas il l'a vendu, nous utilisions un matelas qui était à ma grand-mère qui était en trop et nous avons vendu le lit. Nous avons vendu notre armoire, il n'est resté que l'armoire des enfants, leur lit, le mien, le réfrigérateur et la cuisinière, le reste tout est parti, et ces choses-là c'est ce qu'on a installé dans notre chambre chez ma grand-mère et on a réussi à ranger le réfrigérateur et la cuisinière dans le jardin, on a mis une bâche. Et j'ai trouvé un emploi comme remplaçante dans une école parce que je suis pédagogue, j'avais fini mes études, je m'étais diplômée en 2022, je venais de finir mes études. J'étais en train de finir et j'ai trouvé cet emploi comme remplaçante mais en fait celui-ci spécifiquement c'était dans le domaine de l'informatique parce que j'avais déjà quelques cours, je me formais et dès que j'ai fini mes études j'ai commencé 3 masters en même temps, j'ai fait neuropsychopédagogie, psychopédagogie et alphabétisation et littératie, donc j'ai signé pour les 3 en même temps et je les ai fait en un an, et c'était dans ce contexte d'aller chez ma grand-mère et tout que je faisais ça, et j'ai trouvé cet emploi. J'allais travailler et lui restais parfois chez ma grand-mère avec Julien et Thomas parce qu'ils démissionnaient des emplois et j'étais entre le marteau et l'enclume parce que je ne pouvais pas dire à ma famille il démissionne des emplois parce qu'il ne veut pas travailler, je ne me sentais pas en sécurité de dire au secours je ne sais pas quoi faire parce que dans ma tête ils allaient me répondre je t'avais prévenu c'est toi qui as cherché, c'est toi qui as désobéi, c'est toi qui as choisi, et ils m'avaient toujours dit quoi, on avait d'autres plans pour toi. On voulait que tu fasses l'échange au Canada. C'est toi qui as choisi ça, ils avaient toujours ce discours, j'ai entendu ça de nombreuses fois, alors lui je suis allée travailler, quand je suis rentrée à la maison il a dit à chérie aujourd'hui j'ai acheté mon billet pour le Portugal, et j'ai dit comment ça tu as acheté le billet pour le Portugal avec notre argent, et il a dit oui parce que c'est l'argent qui était, l'argent des meubles qui était sur le compte. J'ai dit tu as acheté un billet sans me prévenir et on n'a plus d'argent maintenant. Et il a dit ah mais tout va bien se passer parce que je vais vous emmener, et c'était dans cette période, dans cette semaine où il a acheté le billet que j'ai découvert la grossesse d'Emma. La grossesse d'Emma en fait c'était un choc énorme parce que j'utilisais un stérilet en cuivre pour ne plus tomber enceinte. Quand Thomas est né j'ai demandé à le mettre déjà pendant l'accouchement parce que j'ai pensé je ne peux pas revivre ça. Et j'ai vu que mon stérilet était sorti et je suis allée prendre rendez-vous chez le médecin et le médecin a dit écoute on ne peut pas le réinsérer maintenant. On doit attendre que ton cycle menstruel arrive, après qu'il arrive et s'arrête on le met, ça doit être à cette phase, et il n'est jamais arrivé,
j'étais déjà enceinte quand il est sorti, et pour moi le sol s'était écroulé, j'étais certaine qu'il n'allait pas nous emmener et ça faisait tellement mal. Et pendant que tout ça se passait, les gens ne me disaient pas du genre « Ah, si tu veux parler, parlons », les gens ont commencé à faire des ragots entre eux qu'il allait m'abandonner et ça faisait encore plus mal, et ils disaient « Ah, parce que ta famille ne t'aime pas, ils font ça », c'était un discours qu'il a toujours eu, il m'éloignait encore plus, je n'avais déjà pas une bonne relation mais il disait toujours « Ah, ils ne t'aiment pas vraiment, ils ne te traitent pas de la façon dont tu devrais être traité ». Et ils disent ça parce que tu ne devrais pas être traité comme ça, c'est pour ça qu'ils disent ça, ils disent ça parce qu'ils parlent trop parce qu'ils n'ont jamais cru en toi mais je vais t'emmener, et j'étais entre le marteau et l'enclume, je ne pouvais pas dire au secours je pense qu'il va partir, mais moi et lui et ses parents j'ai toujours été très sincère, je disais à ses parents je pense qu'il ne va pas qu'il va nous abandonner, et ils disaient tu es folle je ne ferai jamais ça, aujourd'hui vous êtes tout dans ma vie. Le jour de son voyage approchait, Emma qui est mon bébé j'ai eu une grossesse très difficile, et j'étais déjà enceinte d'une fille que je ne voulais pas, et je me suis dit maintenant c'est encore plus difficile parce qu'une chose c'est prendre un billet aller là-bas avec les petits-enfants, autre chose c'est y aller enceinte pour qu'un enfant naisse là-bas sans document parce qu'il allait comme touriste et l'intention c'était de rester et d'obtenir un contrat de travail ce qui n'est pas facile. Alors comment ça va être toute cette dynamique de payer un loyer en euros, et quand nous sommes allés faire les examens de la grossesse, les premiers il est venu avec moi, il est allé à l'échographie, il est allé à tout, il est apparu que j'avais une anémie chronique et le médecin m'a orienté, c'est allé jusqu'à un risque de naissance et j'ai eu très peur parce que je n'avais jamais vécu ça et lui quand même il a dit non elle va être notre bébé portugaise, elle va naître au Portugal. Tout va bien se passer parce que je vais vous emmener, quand tu auras jusqu'à 6 ou 7 mois maximum elle naîtra là-bas et on obtiendra la citoyenneté pour elle, tout va bien se passer, et le jour du voyage approchait. Je me souviens qu'une fois nous sommes allés chez mon père parce que jusqu'alors ma famille ne lui parlait pas, et à Pâques l'année précédente, tout ça s'est passé en 2022. À Pâques 2021 mon père a dit écoute ma fille si vous voulez venir pour Pâques vous pouvez venir parce que généralement je ne pouvais pas l'emmener avec moi, et je suis allée avec lui, donc cette réconciliation familiale commençait, et il y a eu une fois où nous sommes allés voir mon père avant qu'il parte, mon père a dit écoute tu vas partir mais tu ne peux pas oublier que tu as 3 personnes ici en France parce que mon père ne savait pas encore que j'étais enceinte, tu as 3 personnes ici en France, et lui non jamais je ne ferai ça, je vais les chercher. Moi comme je t'ai dit les ragots de ma famille circulaient qu'il allait m'abandonner mais ils ne me le disaient pas à moi, ils le disaient entre eux et ça arrivait à moi d'une façon ou d'une autre et ça ne faisait que me déchirer encore plus, et le jour du voyage est arrivé, il a payé le billet avec l'argent des meubles et il n'avait pas d'argent pour vraiment partir, alors il a fait un emprunt au nom de son père par la sécurité sociale, qu'il n'a jamais remboursé. Et l'emprunt je ne sais pas jusqu'à quand il va être prélevé, si c'est déjà terminé, mais je me souviens qu'un bon montant était prélevé sur la pension de son père et même ses parents se sont retrouvés dans cette situation parce qu'il ne payait pas, mais enfin il a fait cet emprunt et il est parti. Le jour où il est parti je l'ai accompagné jusqu'à la gare routière, je l'ai laissé à la gare routière et je suis rentrée. Quand je suis arrivée à la maison j'ai ouvert Instagram. Il avait déjà supprimé tout ce qui avait rapport avec nous, toutes les photos, il n'y avait rien des enfants, son profil c'était son nom, la photo de profil et une photo dans le fil d'actualité, et j'ai commencé à le questionner. Pourquoi tu fais ça, pourquoi tu as tout supprimé? Et il a dit non je veux juste recommencer à zéro parce que je vais dans un nouveau pays et peut-être que je veux être influenceur là-bas, alors je voulais commencer le profil à zéro pour ne pas avoir un fil en désordre, et il est parti. Le jour où il est parti je me suis effondrée tellement j'ai pleuré parce que je savais que j'étais enceinte, et pendant cette période où nous étions chez ma grand-mère a commencé à s'énerver contre lui parce que je partais travailler enceinte, elle ne savait pas encore que j'étais enceinte en fait. Mais je partais travailler et lui restais avec les deux à la maison, et ma grand-mère a commencé à dire tu dois travailler, et c'est le contexte dont je t'ai parlé, je ne pouvais pas affronter ma grand-mère et dire il ne veut pas travailler, et je lui disais de travailler, il disait qu'il n'allait pas. Et ma grand-mère a eu une dispute avec nous, nous avons dû vivre un moment chez ses parents, nous avons vécu un moment là-bas et le jour où il est parti j'ai pris mes affaires et je suis retourné chez ma grand-mère, et il est parti, il est arrivé au Portugal, il est allé d'abord dans la ville de Guimarães et il est resté dans une auberge de jeunesse et au début il appelait beaucoup, la première semaine il disait ah je suis dans telle auberge, j'ai fait amitié avec telle personne. Et il racontait mais en même temps il n'avait pas la moindre empathie, si c'est le mot que je peux dire, par exemple d'aller dans un bar et dire écoute aujourd'hui je ne peux pas parler
C'est très chargé ici, et il postait des photos qu'il était au bar avec les amis de l'auberge et après il postait des vidéos en train de danser avec des filles très belles au bar et je ne sais pas si c'est le segment qu'il voulait suivre sur son profil qu'il ne pouvait pas nous avoir. Et dans les vidéos on voyait qu'il était sans alliance, et moi très naïve j'ai continué à le questionner pendant un moment, parce qu'il disait tu es folle, tu es trop contrôleuse, il ne se passe rien, je vais vous emmener. Environ un mois s'est écoulé depuis qu'il était là-bas. D'ailleurs quand il a décidé de cette ville c'était parce qu'il avait quelques amis en commun qui vivaient là-bas et qui étaient de ma ville de Tours et qui étaient de l'église et qui voulaient l'aider à trouver du travail, une maison. Mais depuis qu'il est arrivé là-bas il n'a jamais cherché ces gens, le contact c'était seulement ici pour faire semblant que c'était le motif, mais depuis qu'il est arrivé là-bas elle disait salut. Je l'ai déjà croisé dans la rue mais il fait comme s'il ne me connaissait pas et il ne nous a jamais cherché. Je ne sais pas te dire exactement comment a été cette période parce que j'essayais aussi de ne pas trop suivre, il y a eu une époque où j'étais obsédée par lui mais ça me tuait de l'intérieur. Et c'est très fou parce que même en faisant tout ça je me disais mec j'ai le 3e bébé dans mon ventre, j'ai 22 ans, qu'est-ce que je vais faire de ma vie pour subvenir aux besoins de ces enfants encore, je n'ai aucun meuble, alors c'était un trou tellement profond qu'il semblait que je n'allais pas en sortir seule. Je pense que Dieu va le faire se casser la figure au Portugal et il va revenir et alors oui il sera transformé parce que j'étais dans un trou tellement profond que seulement lui pouvait me sauver de là parce que le narcissique c'est comme ça, il est la meilleure chose qu'on ait, et ce n'est pas dit une fois. C'est manipulé jour après jour. Semaine après semaine, jusqu'à ce que tu n'aies plus de force pour rien. Et je suis restée avec les enfants, il est arrivé un moment où je l'ai bloqué parce que les enfants pleuraient beaucoup et ils n'appelaient pas, et je lui disais ils pleurent toute la journée en demandant leur père, et il disait la vie en Europe est très chargée. Mais je voyais dans les vidéos qu'il faisait des choses, qu'il sortait avec des gens, qu'il allait en boîte de nuit, mais la vie était très chargée pour appeler ses fils et ça me tuait de l'intérieur. Julien avait 4 ans à cette époque et Julien est arrivé un jour et il a dit maman combien de temps il reste avant que je meure, et ça a fait tellement mal, c'était un enfant de 4 ans, j'ai commencé à l'emmener chez le psychologue et j'ai raconté ça à leur père. J'ai dit mec Julien a demandé ça, il s'en fichait complètement parce qu'il a continué à ne pas appeler, il a fait semblant pendant quelques jours seulement mais après il est revenu comme c'était avant. Et c'était très difficile de le voir vivre des choses incroyables au Portugal pendant que nous vivions notre pire phase ici, et ça a continué, je l'ai bloqué de partout et environ 2 mois se sont écoulés je crois, c'était bien au changement d'année quand je l'ai bloqué, Noël et le Nouvel An sont passés. À Noël il a fini par envoyer un SMS pour demander à parler avec les enfants parce que c'était Noël il a dit, et l'année a tourné, nous n'avions pas de contact, quand la période de l'accouchement du bébé a commencé à approcher il a commencé à se rapprocher, avec Emma j'ai fait le plan de suivi à haut risque, le mois de décembre j'allais à l'hôpital presque 1 jour sur 2 pour prendre du fer en intraveineuse, et c'est un traitement assez pénible, c'est long, ça brûle. Ça donne des vertiges, et moi à l'hôpital en train de voir plein de femmes enceintes avec leurs accompagnants leurs maris et moi j'allais toujours seule parce que c'était à 1 heure où mes parents travaillaient et tout ça c'était une douleur gigantesque, et quand en janvier le médecin a refait les examens et a dit écoute maintenant tout va bien avec toi, tu as surmonté l'anémie c'est déjà optimal il n'y a plus de quoi s'inquiéter, donc maintenant c'est que de la joie jusqu'à la naissance. Un mois s'est écoulé, mon anniversaire est arrivé encore, mon anniversaire c'est une date que je n'aime pas beaucoup, le jour de mon anniversaire j'ai eu une échographie et là. Médecin a dit écoute le ventricule droit du cerveau de votre bébé dépasse la limite, donc c'est un peu préoccupant et on va devoir faire un suivi plus rapproché, tu vas devoir faire des échographies plus souvent, au moment où elle a dit ça je savais déjà que c'était l'hydrocéphalie. En fait ma fille allait possiblement naître avec une hydrocéphalie, et j'ai passé encore un anniversaire à beaucoup pleurer seule parce qu'il n'était pas là avec moi, j'ai oublié de mentionner un fait très important. Nous vivions chez ma grand-mère, mon grand-père décédé a divisé l'héritage entre les enfants, la maison de ma grand-mère va être l'héritage d'un oncle spécifique, et en décembre le 24 décembre c'était le jour de Noël. Il a appelé mes parents et a dit écoute cette maison est à moi par héritage quand maman décédera et aucun juge ne va me laisser vendre la maison si Camille vit là-dedans avec les petits-enfants et je ne vais pas réussir à la faire partir, donc je veux que vous la fassiez partir maintenant avant que ça arrive. Et j'ai dû dans la première semaine de l'année juste après le Nouvel An louer une maison et y aller seule avec eux, j'ai loué une maison de ma grand-mère elle-même, une maison très simple, une de ces maisons, et je suis allée vivre là-bas avec les garçons, et nous avions le lit, la cuisinière,
le réfrigérateur, je me souviens que j'ai même des photos qu'il mangeait dans des cartons, je retournais le carton, il s'asseyait par terre et je mettais la petite assiette, il mangeait, les vêtements étaient emballés dans des draps parce qu'il n'y avait nulle part où les rangers. La première semaine, quelques amis à moi sont venus prendre le petit déjeuner chez moi et nous avons mis un drap par terre et mis les aliments parce qu'il n'y avait nulle part où les mettre, nulle part où s'asseoir. Il n'y avait rien, donc je suis allée vivre avec les enfants le 6 janvier, nous sommes allés vivre seuls et d'ailleurs quand il était encore au Portugal et qu'il allait déjà en boîte de nuit dans les bars. Il y a eu une fois où il m'a envoyé un message parce qu'il avait trouvé un bon emploi et il a démissionné comme je l'ai mentionné, et en fait cet emploi dont il a démissionné c'était parce qu'il n'allait pas être seulement mécanicien, il allait devoir laver des voitures aussi. Et où a-t-on vu qu'il devait se mouiller les mains parce que sa profession ce n'est pas ça, et c'est pour ça qu'il a démissionné, mais il est resté un moment au chômage et il n'avait pas d'argent pour rester aussi longtemps, et il m'a envoyé un message et a dit écoute est-ce que tu peux vendre le réfrigérateur pour m'envoyer l'argent parce que c'est très difficile ici, et je n'ai pas vendu, mais il a eu la capacité de demander et ça m'a beaucoup choqué de penser que j'étais sans rien enceinte de 3 mois avec 2 enfants. Il m'appelait pour demander l'argent du réfrigérateur que c'est mon grand-père qui nous avait acheté parce qu'il était dans le besoin là-bas parce qu'il avait démissionné par sa propre responsabilité. Et enfin nous avions le réfrigérateur, la cuisinière, nous avons commencé la vie, j'étais dans cette phase en train de terminer mes masters, j'étais presque à la fin, j'étais enceinte avec un gros ventre. La période de décembre je n'ai pas travaillé parce qu'un professeur remplaçant n'a pas d'emploi en décembre, mais quand l'année a tourné le directeur de l'école m'aimait beaucoup, il a dit écoute passe le concours, et j'ai passé le concours, j'ai réussi à être embauchée. J'étais enceinte de 8 mois, j'ai été embauchée, et j'ai fait un examen d'EMA pour revoir la question de l'hydrocéphalie et la médecin a dit écoute tout va bien, le ventricule a diminué, au lieu d'être à temps il est plus petit qu'il était à la dernière consultation et donc il n'y a plus de risque, reste tranquille. Et je me suis dit un problème en moins, et après ça le mois d'avril est arrivé, c'était le mois prévu pour sa naissance entre avril et mai, mais en mars un peu avant il a commencé à se rapprocher, je n'aurais pas dû faire ça, je devrais être avec vous, vous êtes tout pour moi. Je ne crois pas que j'ai fait ça. Parfois il lâchait quelques messages comme ça et en disant toujours que c'était très difficile parce qu'au Portugal il s'était retrouvé sans argent et il était sans électricité dans l'appartement, quelque chose comme ça, et qu'il était sans argent et n'avait rien à manger. Et là il se souvient qu'il a de la famille ici alors il se souvenait, il a commencé à envoyer des messages à parler et je n'ai pas donné d'ouverture dans cette phase, il a dit écoute je déménage de pays maintenant les choses vont s'améliorer parce que je vais en Espagne, et il est allé en Espagne, et je crois qu'il a déménagé le 1er avril si je ne me trompe pas. Le 30 mars c'était quelque chose comme ça, c'était bien à la transition du mois, et il appelait d'Espagne et dans cette phase il a commencé à beaucoup appeler les enfants, il voulait les voir tous les jours. Toutes les heures en parlant toujours avec les enfants, et le 12 avril 2023, cette année où nous sommes c'est 2023, je me suis trompée j'ai dû dire 2022 à un moment mais non. Le 12 avril 2023 il m'a envoyé un message et a dit écoute je suis en train d'être arrêté ici en Espagne parce que j'ai testé une voiture et j'étais sans permis, ils n'avaient même pas de permis ici en France, et ils m'ont attrapé et ils ont demandé un contact pour la France pour pouvoir prévenir la famille si je reste en prison, et j'ai donné le tien, et moi enceinte de 9 mois, et il a dit peut-être que je vais voir la naissance d'Emma si je suis expulsée, et ça m'a donné une crise de nerfs tellement grande. Et c'était un appel de policier qui parlait en espagnol, je ne parlais même pas espagnol à l'époque encore, et elle a expliqué à peu près que tout allait bien, ils étaient restés là avec lui jusqu'à l'arrivée de l'équipe de renfort et qu'ils allaient l'emmener, il allait rester en prison jusqu'au tribunal et au tribunal ils allaient décider s'il serait expulsé, s'il serait emprisonné là-bas, ce qu'ils allaient faire de lui. Et moi super nerveuse ici parce que dans cette phase j'avais déjà conscience que je ne pouvais pas revenir, que ça allait me faire trop mal, qu'il ne changerait pas, mais j'avais peur parce que je savais que s'il revenait je n'allais pas réussir à résister, parce que j'avais une charge très lourde avec les enfants et que ça pouvait arriver comme ça s'était déjà passé avant, et j'étais super nerveuse. Le lendemain il est passé devant le tribunal, il a été libéré, il est resté avec une amende à payer de 1000 et quelques euros, je ne sais même pas ce qui est arrivé à ça. Mais il a été libéré parce qu'il n'était pas encore en situation irrégulière parce qu'on a une période de 6 mois pour rester, comme il était parti en octobre et nous étions en avril la période n'était pas encore terminée, mais il est resté avec cette amende à payer, je pense que peut-être à cause du stress Emma est née le lendemain,
donc c'était le vendredi, le samedi il a été libéré, le samedi soir les contractions ont commencé et j'ai remarqué les contractions, c'était toute une action pour cet accouchement. Donc nous avions déjà convenu, quand elle va naître mon frère vient avec moi assister à l'accouchement, ma mère va chez moi pour rester avec mes fils, nous avions déjà toutes les fonctions désignées, et j'ai appelé tout le monde et j'ai dit écoute les gens c'est la nuit mais j'ai des contractions, probablement elle va naître cette nuit, et pour ne pas avoir à vous réveiller dans la panique je vous préviens déjà maintenant, ils sont venus jusqu'à ma maison, ma mère est venue, mon frère aussi. Et ma mère est restée là avec les enfants, j'ai fini de préparer mes affaires et je suis partie à l'hôpital, je suis arrivée à l'hôpital avec mon frère et j'ai dit écoute mon bébé va naître. Mais je suis super tranquille, comme je parle avec vous c'est comme ça que je parlais que mon bébé allait naître, et j'ai dit écoute j'ai des contractions depuis tant de temps, elles viennent toutes les 3 minutes, j'ai déjà eu d'autres accouchements naturels et les garçons sont nés super rapidement, Julien il est né. Je suis arrivée à l'hôpital, je n'ai pas eu de fausse alerte, la première fois que j'ai dit j'y vais j'étais maquillée cheveux arrangés, ma mère a dit tu es en train de nous faire gaspiller de l'essence pour aller dans une autre ville pour rien parce que tu ne connais pas encore la douleur de l'accouchement, nous sommes arrivés là-bas, j'avais 7 centimètres de dilatation, il est né en l'espace d'une ou 2 heures, et Thomas pareil, je suis arrivée à l'hôpital 7 centimètres de dilatation. Il est né super vite, Julien est né en pré-salle d'accouchement il n'y a même pas eu le temps d'aller en salle d'opération, Thomas on est arrivé en salle d'opération, donc. J'ai dit écoute je sais que ça va naître, c'est déjà rythmé, la médecin a dit écoute tu as des contractions vraiment parce qu'elle m'a mise à l'examen mais tu as 2 centimètres de dilatation ça peut prendre jusqu'à 5 jours pour que le bébé naisse je ne peux pas te garder ici. Et elle m'a renvoyé chez moi et j'ai dit mais je ne peux pas attendre ici à l'hôpital, elle a dit seulement dans la zone externe je ne peux pas te laisser ici à l'intérieur occuper l'espace. Et je suis partie parce que rester dans la zone externe en pleine nuit pas possible, je suis rentrée à la maison et ma mère a dit tu n'aurais pas dû ramener cette fille à la maison elle va naître ici tu connais la façon dont ces bébés naissent vite, et mon frère a dit maman je suis épuisé il avait passé un concours ce jour-là. Il a dit je ne vais pas attendre parce qu'elle a dit que ça peut prendre jusqu'à 5 jours pour naître, et mon frère est parti chez lui pour dormir et moi j'étais là et moi tranquille, maman arrête de stresser ça ne va pas naître ici maman, certainement pas, je vais attendre, quand je vais me rendormir je retourne, je suis allée aux toilettes et ma mère m'a suivie. Elle sort des toilettes va au lit et je vais appeler Julien ton frère, elle a commencé à l'appeler, mon frère était arrivé, avait mis son pyjama, s'était couché, il n'était pas juste parti. Alors quand ma mère a commencé à appeler il s'est levé, est allé se changer se brosser les dents et il habite à l'autre bout de la ville donc il a mis un petit moment à arriver et moi assise sur le canapé, j'ai pris une douche, je me suis changée parce que j'avais des vêtements plus frais. J'ai des vidéos de tout ça, j'ai des vidéos de prépare-toi avec moi pour l'accouchement, après l'accouchement aussi j'en ai, et j'ai mis un t-shirt plus grand parce qu'il faisait frais et je me suis assise sur le canapé et ma mère debout en train de dire oh mon Dieu ce bébé va naître ici. Oh mon Dieu ce bébé va naître ici, et moi du genre calme ça ne va pas naître ici, évidemment que ça ne va pas naître ici, ce serait trop exagéré, et mon frère est arrivé. Quand mon frère arrive à la maison ma mère va ouvrir le portail pour lui, moi assise sur le canapé et la contraction est venue, quand elle vient je ne sais pas si vous avez vu cette expérience mais ça durcit le dos et il semble que la douleur fait comme ça dans les lombaires jusqu'à arriver au ventre, c'est cette sensation. Et quand j'ai senti dans le dos j'ai dit je ne peux pas pousser, je ne peux pas pousser, je ne peux pas pousser, au moment où c'est arrivé au ventre j'ai poussé c'est involontaire, j'ai fait la poussée et j'ai entendu un plof. Ma poche des os a éclaté, et c'est très fou parce qu'au moment où ça s'est passé ce qui m'est passé par la tête c'était ça va salir tout ce canapé parce que je vis seule, qui va nettoyer après c'est moi, et je me suis agenouillée par terre, je me suis agenouillée, je me suis tenue comme ça au canapé et j'ai aussi oublié de mentionner mais dans cette phase en l'espace d'un mois nous avions déjà la maison meublée mais tout en donation, donc c'était un meuble blanc, un meuble noir, un meuble marron mais grâce à Dieu nous avons des meubles à la maison, et il y avait le canapé mais le salon servait de salle de jeu alors le sol était en tatami, je me suis agenouillée sur le tatami. Quand ma mère est entrée avec mon frère elle a commencé à crier désespérément le bébé est en train de naître ici, je t'avais prévenu de ne pas faire ça, et moi du genre calme maman ça ne naît pas, c'est juste la poche des os qui a éclaté, et elle est en train de naître. Et elle était tellement nerveuse qu'elle a commencé à donner des petites tapes comme ça à mon frère, c'est ta faute le bébé va naître, et mon frère un homme de 30 et quelques années en train d'essayer de retenir ma mère et moi j'étais toute mouillée de pantalon toute mouillée,
et mon frère a pris le téléphone tout de suite comme ça et a appelé les urgences, et ma mère tu n'as pas à appeler qui que ce soit tu dois mettre cette fille dans la voiture. Mon frère a dit maman si on la met dans la voiture ça va naître dans la voiture c'est mieux que ça naisse ici, ça naît déjà, et moi dans ma tête à ce moment-là c'était encore du genre ce n'est pas possible les gens ça va aller parce que combien de femmes ont la poche des os qui éclate et arrivent à l'hôpital, mais c'est que généralement la poche des os se perce et ça coule petit à petit et ça n'éclate pas d'un coup comme ça. Et mon frère dans la nervosité au lieu d'appeler les urgences le SAMU parce qu'il y avait un SAMU très proche de chez moi, il a appelé le 190 et s'est tombé à la police d'une autre ville, et le policier mais qu'est-ce qui se passe, ah ça naît, mais vous n'avez pas de voiture, non vous ne comprenez pas ça naît maintenant, et le policier a aidé à l'accouchement par téléphone, jusqu'à aujourd'hui je ne sais pas qui était ce policier mais son nom c'est Raphaël et il est de Toulouse, j'aimerais beaucoup connaître celui qui a fait l'accouchement à distance. Et il a dit enlever ses vêtements pour que vous voyez la situation, ma mère a tiré mon pantalon et au moment où elle a tiré ma mère a dit sa couronne, je vois la tête du bébé ici. J'étais à genoux comme ça, et au moment où elle a dit ça, là oui est venue la conscience que ça allait naître là parce que jusqu'alors je pensais ça va aller on aura le temps d'aller jusqu'à l'hôpital et ça va naître à l'hôpital, et ma mère a dit sa couronne. Et le policier a dit écoute vous allez devoir lui demander de pousser, sauf qu'avant pendant qu'il disait la phrase la contraction est venue et j'ai poussé et la tête d'Emma est sortie, et ma mère dans tout ça ma mère avait pris un tissu parce que mon frère lui avait dit prends un tissu, elle est entrée dans la chambre elle a pris la première petite couverture qu'elle a vue du bébé justement, et au moment où la tête est sortie j'entendais ma mère crier tellement, et elle désespérée du genre oh mon Dieu qu'est-ce que c'est que ça ? Moi agenouillée et mon frère ne savait même pas quoi dire au policier au téléphone, et le policier à la tête est sorti, le policier dit de lui faire. Encore une poussée, et au moment où il a dit ça Emma était déjà sortie, et le policier a dit voyez si le cordon n'est pas enroulé, et mon frère maman regarde le cordon, et le cordon était enroulé autour du cou, il faut faire attention au cordon pour qu'il ne soit pas enroulé autour du cou. Et mon frère enlève le cordon maman déroule, et ma mère je ne sais pas faire je ne sais pas dérouler, et mon frère est allé là, a pris le cordon, a fait comme ça, et le bébé est tombé sur ma mère comme ça. Paf, elle avait mis le tissu en dessous et l'enfant est tombé, et ma mère criait mon Dieu, et le bébé ne respirait pas, j'ai regardé, je me souviens d'avoir regardé comme ça en arrière rapidement, j'ai vu le bébé, elle toute violette. Elle est née violette parce que peut-être c'était déjà en train de dépasser et c'était vraiment en train de dépasser l'heure de naître, et je me suis retournée vers l'avant, j'ai commencé à prier, Dieu aide-moi parce que je ne sais pas quoi faire, aide-moi avec cette fille, et mon frère en train de parler avec le policier a dit passer le tissu sur son visage, passer le tissu sur son dos, passer le tissu sur son visage, passer le tissu sur son dos, et ils ont commencé à passer et elle a pleuré, alors il y a eu ce soulagement. Les garçons dormaient dans ma chambre, ils n'ont rien vu vous vous rendez compte, le bébé est né je crois que c'était 4h20 du matin, les enfants dormaient dans la chambre, je lui avais dit bonne nuit. Avant de sortir pour aller à l'hôpital et avant tout parce qu'il se couche tôt, et j'avais dit bonne nuit. Et tout à coup le bébé qui pleure, mon fils aîné s'est réveillé avec le bruit et il est sorti de la chambre comme ça à moitié somnambule c'est ma sœur qui pleure, alors oui c'est ta sœur qui pleure, et lui j'ai des photos et des vidéos avec lui, avec Emma dans les bras, avec le cordon encore. Moi assise par terre et lui à côté comme ça et eux sans rien comprendre à ce qui se passait, alors dès que le policier a commencé à aider pour l'accouchement il avait déjà appelé les pompiers, et les pompiers c'est super loin de chez moi, le SAMU c'est dans la rue mais bon ils appellent, ils ont des procédures, et les pompiers sont venus chez moi, les pompiers sont arrivés super nerveux aussi les pauvres, et ils sont entrés et ils ont vu qu'Emma allait bien, et ce sont eux qui coupent le cordon. Ils ont mis la petite pince sur l'ombilic et ils ont tout l'équipement d'accouchement, donc il y avait la serviette hygiénique pour mettre aussi sur moi, il y avait le scalpel tout pour couper son cordon, et ils ont mis et coupé, mais je me souviens qu'il encore, l'autre tu veux que je coupe, il a dit non je vais, mais vous savez il était pas sûr de lui, et alors oh c'était une folie, et je n'étais pas encore influenceuse mais j'étudiais déjà le dessus donc j'ai filmé tout ça. J'ai une vidéo en train de me préparer pour l'accouchement, j'ai une vidéo avec elle dans mes bras comme ça au moment où tout venait de se passer, et il a dit mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu es arrangée comme ça, tu arrives d'une fête ou quoi? J'ai dit non je me suis arrangée pour l'avoir vraiment, et ils ne croyaient pas que j'étais si calme comme ça, et ils nous ont prises toutes les deux, ils nous ont emmenées dans l'ambulance et nous sommes allés jusqu'à l'hôpital, je suis arrivée à l'hôpital avec envie de tuer cette médecin. Surtout ma mère, pour nous avoir renvoyés à la maison,
Elle a encore dit je ne crois pas que tu as le bébé dans les bras, on ne pouvait pas savoir, nous sommes restés à l'hôpital avec Emma, tout était merveilleux parce que malgré la peur immense c'était un accouchement très incroyable, cette expérience de ma mère qui fait l'accouchement, elle ne veut plus jamais, elle a dit que si je tombe enceinte un jour, si je décide d'avoir le 4e enfant si je me remarie, elle va partir en Bretagne jusqu'à ce que l'enfant naisse et après elle revient parce qu'elle ne veut pas revivre la même chose, mais de toute façon c'était un moment que je n'ai pas de mots pour expliquer, et nous sommes allés à l'hôpital et c'était tout en ordre, le bébé là-bas tout bien, et nous sommes arrivés à l'hôpital vers 5 heures du matin, quand il a été 11 heures du matin elle a commencé à gémir et elle gémissait, et moi du genre les gens qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Et l'infirmière qui passe pour prendre les signes vitaux est passée, elle a dit ça ce n'est pas normal, on va l'emmener en observation, de l'observation elle n'est pas revenue de toute la journée, ils ont dit écoute votre fille ne maintient pas la saturation en oxygène, donc on l'a mise sous cloche, alors elle restait avec une cabine en verre sur la tête et ça envoyait de l'oxygène là-dedans, et je suis restée un peu avec elle là-bas. Mais elle a commencé à chuter en oxygène même dans la cloche, alors quand la nuit est arrivée ils ont dit écoute on va devoir l'emmener en réanimation néonatale, donc anémie, hydrocéphalie, accouchement à la maison. Réanimation néonatale et tout ça dans le contexte où je me trouvais, et elle va en réanimation néonatale, elle est dans l'incubateur, pleine de fils partout, avec un cathéter dans l'ombilic parce qu'il n'y avait plus de petits cordons, ils ont mis le cathéter direct par là, un appareil respiratoire ici et tout. Et cette routine de réanimation où je devais aller passer la journée avec elle, 18 heures arrivait je rentrais à la maison dormir avec mes fils qui pleuraient pourquoi je ne vois pas ma sœur, pourquoi tu dois partir, et eux, ma famille qui se divisait pour s'occuper d'eux et le lendemain j'y retournais et je tirais mon lait, donc une routine super fatigante, et dans ce contexte quand elle est née, en fait quand j'étais à l'hôpital il m'a appelé et j'ai répondu, c'était en vidéo. Je lui ai dit que ta fille est née et il a dit oh ma chérie comment allez-vous, et moi comment ça ma chérie, on est séparés depuis des mois, il a dit ah pardon c'était la force de l'habitude, et il a commencé à vouloir être proche, j'ai dit qu'elle était en réanimation, la même semaine il m'a appelé en vidéo pour me montrer qu'il était en train de se faire tatouer nos prénoms, il s'est fait tatouer son prénom à elle sur le cou et le mien sur le ventre. Dans la même semaine pendant que tout ça se passait dans ma vie, cette pression psychologique de façon en ligne totalement insensée, j'ai vécu la période de réanimation néonatale avec elle, c'était super difficile parce que c'est très effrayant de prendre tous ces documents et signer que tu as conscience que le bébé peut à tout moment décéder, que tu dois signer des autorisations de procédure, tout ça fait très peur, elle a eu une pneumonie à cause d'être née à la maison. Donc depuis le premier jour c'est pour ça que cette saturation chutait et elle avait quelques souffles au cœur, ce qui est normal pour un bébé parce qu'il ne n'est pas totalement formé, mais à cause de la pneumonie le cœur était gonflé parce qu'il n'était pas encore prêt. Donc c'est ça qui a donné toute cette demande, mais ça a pris des jours pour découvrir ce que c'était, donc je l'ai vue là-bas sans avoir de diagnostic, sans savoir ce qui se passait, et après 10 jours elle est rentrée à la maison et je l'ai ramenée à la maison. Mais quelque chose s'est passé dans cette réanimation parce que l'envie que j'avais de mourir est partie quand j'ai vu ma fille en train de lutter pour sa vie, la médecin a dit à mon père à l'époque elle n'a même pas voulu m'appeler, elle a appelé mon père d'abord et elle a dit écoute vous voyez que votre petite fille fait beaucoup d'efforts pour réussir à respirer même avec de l'oxygène, c'est parce qu'elle ne sait pas encore comment on vit mais elle est décidée à ne pas mourir, quand mon père m'a raconté ça je pleurais énormément. Et ça semblait qu'on avait enlevé de l'intérieur de moi tout ce sentiment que j'avais porté toute ma vie, ça semblait que quelqu'un l'avait enlevé avec la main. Quand nous sommes rentrés à la maison les gens me demandent si j'ai eu une dépression postpartum pour avoir vécu tout ce que je vivais, et je n'en ai pas eu, c'est comme si je n'avais même pas eu le temps pour ça, parce que c'était une routine insensée avec 3 enfants avec le bébé. Je suis rentrée à la maison avec elle et je me souviens qu'il y avait des jours où je disais zut je n'ai plus de force je dois pleurer, mais je commençais à pleurer et il y avait un énorme désordre là-bas, où alors il fallait nettoyer le garçon dans la salle de bain, ou alors quelqu'un se salissait, renversait quelque chose et je devais courir pour nettoyer, et c'est comme si je n'avais pas le temps de pleurer. Et tout à coup je pensais à ça et je trouvais même drôle la situation du chaos que je vivais parce que c'était tellement chaotique qu'il n'y avait même pas moyen d'avoir une dépression dans cet environnement, leur joie, oui c'est ça. J'ai même une vidéo de mon bébé nouveau-né dans le berceau et mon fils qui dit je vais me marier avec elle, et je disais tu ne peux pas te marier avec elle parce qu'elle est ta sœur, mais si elle se marie avec un autre homme je vais avoir beaucoup de nostalgie et elle avec quelques jours dans le berceau.
Donc tout ça c'était une expérience très différente pour eux de voir la sœur qu'ils ne voyaient que par vidéo, et c'est ce que j'ai dit, depuis qu'elle est née jusqu'à maintenant ça semble que... J'ai cligné des yeux et elle vient d'avoir 2 ans parce que je n'avais pas le temps, tout était en automatique, mais quand elle est née j'étais encore en congé maternité, j'ai continué à poster quelques contenus sur internet. J'ai réussi à faire devenir virale la première vidéo en enseignant à utiliser l'écharpe de portage pour le bébé, et quand j'ai fait devenir virale la première je me suis dit waouh c'est possible de faire ça, mais je pensais que si j'en faisais devenir virale une j'allais devenir une grande influenceuse, et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, tu dois en faire devenir virale beaucoup pour arriver à cette taille ou peut-être tu n'y arrives jamais, exactement, donc j'ai fait devenir virale, j'ai gagné quelques abonnés, mais je suis passé de 1000 à 4000, mais j'ai vu la possibilité. Je pensais qu'Instagram allait payer, j'ai découvert qu'Instagram ne paie pas non plus parce que quand on n'est pas influenceur, qu'on n'est pas dans ce monde, on pense que la plateforme paie la personne et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, mais enfin j'ai vu une opportunité, j'ai continué à essayer, 1 mois après c'était 14 millions de vues, et dans cette période ma mère a dit bon je vais investir en toi parce que je vois que tu te donnes du mal, j'étudiais le marketing. Je créais du contenu constant, ma mère m'a donné mon premier iPhone, c'est là où j'ai vraiment commencé cette profession, au milieu de tout ça quand le père d'Emma a fait le tatouage. Il a commencé à demander à revenir et je lui ai dit écoute je ne reviens pas, toi sans Jésus pour moi je ne reviens pas parce que tu ne vas pas changer, tu vas refaire, et il a dit non mais je vais retourner à l'église. Et il est retourné dans une église là-bas en Espagne et il a raconté aux gens là-bas qu'il avait abandonné une femme ici avec 3 enfants, et ces personnes sont entrées en contact avec moi, ont commencé à me suivre sur les réseaux sociaux, il n'a pas raconté à tout le monde. Il a raconté à une personne spécifique qui était sa responsable de quelque chose, et enfin ils m'ont suivi, j'ai eu ces personnes d'Espagne qui me suivaient, ils m'appelaient pour participer aux cellules, c'était des personnes qui m'ont beaucoup accueilli dans cette phase et ils levaient même de l'argent. Les autres personnes levaient de l'argent pour pouvoir payer le billet et arranger une maison pour qu'on vive, pourquoi? Parce qu'ils comprenaient que c'était un homme là-bas qui avait eu une fille ici qu'ils ne connaissaient pas, mais ils ne savaient pas toute l'histoire. Quand cette femme a été au courant et elle savait l'histoire parce que pour elle il avait raconté, elle a dit les gens non ce n'est pas comme ça parce qu'on ne peut pas faire aider une personne sans savoir ce qu'il y a derrière. Si on amène cette fille ce type l'abandonne ici on va faire quoi avec une femme 3 enfants en Espagne qui n'a pas de famille, alors elle a été une personne incroyable dans ma vie, je suis reconnaissante envers lui de l'avoir mise dans ma vie parce qu'elle a été une femme qui m'a aidé à me relever, et elle a dit Camille environ 1 mois s'est écoulé où il avait toute cette histoire qu'il aimait sa famille, qu'il voulait revenir, il a dit tu sais quoi demande le divorce là-bas parce que je ne veux pas. Et il a arrêté d'aller à l'église, il a arrêté de parler avec ces personnes, c'était comme ça, il devenait une autre personne, il entrait dans un autre personnage et elle m'a dit Camille ça ne vaut pas la peine, tu n'as pas idée de la personne qu'il est ici, ça ne vaut pas la peine, tu es jeune, tu es belle, tu es intelligente d'après ce que je discute avec toi et tes enfants sont une bénédiction, continue là-bas. Et elle avait déjà vécu cette douleur du divorce et elle a été la personne qui m'a tenu la main vraiment même de là-bas, et mon congé maternité s'est terminé, il qui ne m'avait jamais vu en personne m'envoyait de l'argent qui suffisait pour me maintenir pendant le mois parce qu'ils se levaient entre eux, ces personnes, cette église et m'aidait, et je suis très 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 reconnaissante vraiment pour chacun, et cette femme elle a presque été ma thérapeute dans cette période et elle a commencé à discuter, elle a écouté ma douleur combien de fois j'ai eu besoin de parler. Comme j'avais des amis ici en France qui m'écoutaient aussi mais elles étaient peu nombreuses, on peut compter sur les doigts, c'est tellement important d'avoir quelqu'un qui écoute tout ce que tu as à dire parce que tu dis la même chose tout le temps pendant des mois jusqu'à être guéri, et elle écoutait, elle me calmait, elle m'accueillait, elle a dit j'ai une proposition de travail pour toi, je suis impliquée dans un groupe et on veut vendre des choses sur Internet. Tu es déjà en train de faire devenir viral ton profil, et c'était mon premier emploi dans le marketing, j'ai commencé comme gestionnaire de réseaux sociaux pour elle et je suis passée d'une femme qui n'avait rien à une femme qui recevait en euros, et ce n'était pas beaucoup mais c'était en euros, c'était avec des connexions internationales, et elle m'a présenté d'autres femmes incroyables pour qui j'ai beaucoup d'affection jusqu'à aujourd'hui et j'ai tellement envie de les connaître en personne, et l'une d'elles était psychologue. Elle a fait quelques séances avec moi et le projet qu'elles avaient c'est essentiellement ça, ce projet de mentorat sur lequel elles étaient concentrées là-bas c'est pour les femmes qui ont besoin de se retrouver, qui sont perdues, qui ne savent pas quoi faire, et ça m'allait parfaitement parce que j'ai réussi à vivre tout ça, elle travaillait les piliers de l'émotionnel, le pilier du spirituel,
La nutrition aussi du corps et l'organisation personnelle pour développer des objectifs. Et j'ai dit les gens il y a de la lumière au bout du tunnel, c'est quand j'ai connu ces femmes que j'ai dit mec peut-être que j'y arrive, ça m'a donné cet espoir. Et comme j'avais déjà fait devenir viral des contenus j'ai pensé je dois faire de l'argent avec ça parce que juste faire devenir viral pour faire devenir viral ça ne sert à rien, alors j'ai continué à étudier. J'ai commencé un cours de gestion de réseaux sociaux et j'ai dit à ma mère maman je pense à faire tel cours mais je n'ai pas cet argent. C'était je ne sais pas 400 € mais j'étais au chômage, et ma mère a dit bon je t'ai déjà donné ton iPhone je ne peux pas acheter autre chose pour toi maintenant, et le même jour est arrivée la notification comme ça, vous avez été approuvé pour une carte de crédit, limite 400 €. Et j'ai dit c'est ça, j'ai payé en 10 fois et je n'avais toujours pas la certitude de comment j'allais payer 10 mensualités de 40 € parce que je n'avais aucun revenu, et j'ai payé en plusieurs fois et j'ai commencé le cours, et j'ai appris à me professionnaliser, comment faire un portfolio, et ce cours comme j'ai dit j'ai très peu vraiment travaillé mais il m'a aidé à faire les publicités, et j'ai commencé à en prendre une ou deux, et pour mon anniversaire qui est toujours cette date. Le jour de mon anniversaire j'ai atteint 10 000 abonnés, c'était le premier anniversaire après beaucoup de mauvais qui étaient heureux, c'était l'année dernière, et lui où était-il dans cette histoire, après avoir dit que je pouvais demander le divorce il est parti par là, j'ai arrêté de suivre, j'ai bloqué parce que j'ai compris que je devais me libérer de ça pour qu'il ne me manipule plus comme une marionnette. Et j'ai encore appris quelque chose après grâce à ces personnes que j'avais connues là-bas, il semble qu'à la fin de 2023, attendez je me perds un peu parce qu'on vient de passer à 2025, à la fin de 2023 il est allé semble-t-il dans une autre région d'Espagne, il vit à Valence. Il est allé à Madrid je ne sais pas l'information exactement mais ce que j'ai appris c'est qu'il allait se marier avec une personne et j'ai dit mais on est marié ici, comment il va avoir deux mariages, parce que ça c'est même un crime. Mais enfin je crois que ça ne s'est pas fait mais il était totalement perdu et je l'ai enlevé de ma vie, il n'appelait pas les enfants et j'ai tout bloqué et j'ai continué, et c'est là que j'ai commencé à grandir parce que j'ai arrêté de vivre pour lui et pour savoir ce qu'il faisait et j'ai commencé à me concentrer sur ce que j'allais faire de ma vie. Et j'ai arrêté de vouloir m'en faire, de regarder pour lui, j'ai commencé à prier pour moi et je me suis concentrée sur moi. Et je ne savais pas que c'était si évident, si je l'avais su avant, mais je crois que les choses doivent se passer de la façon dont elles se passent et que j'avais besoin de ces enfants parce qu'Emma d'une certaine façon m'a aussi sauvée du monstre qui me poursuivait, mais j'ai commencé à me concentrer sur moi, j'ai obtenu quelques travaux, j'ai signé quelques contrats de gestion de réseaux sociaux, je faisais quelques publicités et j'emmenais les enfants pour faire avec moi. Et parfois je sortais comme gestionnaire de réseaux sociaux pour couvrir des événements ou des magasins avec Emma dans le porte-bébé, je prévenais écoute je dois l'emmener, la personne disait pas de problème. Et elle venait ici, je l'ai portée tant que j'ai pu parce qu'arrive un moment où c'est impossible, l'enfant apprend à marcher et il n'y a plus moyen de la porter, mais mon histoire c'est essentiellement ça, j'ai arrêté de suivre un peu et je me suis concentrée sur moi. Un certain jour parce que même dans cette période il y avait des personnes qui croyaient que j'étais mariée avec lui, qu'il allait nous emmener parce que je ne parlais pas de ça sur internet, je n'avais pas le courage, ça faisait trop mal de parler de ça et d'assumer devant les gens ce qui se passait, et un certain jour je l'ai assumé, j'ai dit, les gens ont commencé à beaucoup me demander parce qu'il y avait des vidéos qui devenaient virales, où est le père des enfants, et j'ai dit il vit à l'étranger, il nous a laissés. La vidéo a eu environ 1000 likes et j'avais déjà une procédure de divorce en cours mais toutes les captures d'écran et preuves que j'ai levées, le juge a refusé parce qu'il a dit que l'enquête devait être faite par les services fiscaux, et il n'y avait pas moyen de le trouver donc ça faisait des mois dans la procédure et il ne trouvait rien, et quand ça a fait le buzz et que c'est arrivé jusqu'à lui, que j'exposais le cas sur internet, il est entré avec une avocate dans la procédure et s'est fait trouver. Mais l'adresse qui est dans la procédure c'est encore au Portugal et je suis certaine qu'il n'était même pas au Portugal, mais il a dit je n'ai pas d'adresse ici parce que je suis en situation irrégulière, et enfin il est entré dans la procédure et il a demandé des visites virtuelles pour les enfants et j'ai dit bon s'il paie la pension d'accord, au début il appelait, après il a commencé à ne pas appeler, et j'ai dit mais tu as demandé 2 visites et tu ne maintiens même pas les 2. C'est toi qui as demandé et tu n'arrives même pas à maintenir 2 visites virtuelles. Ces 2 appels dans la semaine, tu blesses les enfants parce qu'ils restent à attendre et je les bloqué de nouveau, et dans ce contexte de bloquer de nouveau ou non c'est parce qu'il changeait de téléphone, donc je bloquais et tout à coup lui d'un autre téléphone envoyait un message, ce n'était même pas que je débloquais, mais enfin, et depuis lors je n'ai plus laissé ce contact avec les enfants.
Ces parents ont leur part dans l'éducation de leurs petits-enfants mais je ne les blâme pas parce qu'ils sont, leur amour pour mes fils est authentique, ce sont des grands-parents très présents. Ils les prennent tous les week-ends, d'ailleurs aujourd'hui ils ne sont là-bas que parce que j'ai demandé de ne pas les emmener parce qu'ils ont une fête d'amis sinon ils seraient là-bas, et beaucoup de gens me demandent mais pourquoi tu ne mets pas le père dans l'embarras pour que tu reçoives cette pension ? C'est parce que je connais leur réalité et je connais l'emprunt qui a été fait et je n'ai pas le courage de faire ça, mais ce sont des personnes qui m'ont soutenu, qui ont été avec moi. Qui aussi ne peuvent pas défendre, ses sœurs aussi sont restées de mon côté, aujourd'hui on a déjà un peu perdu le contact, il y a une sœur avec qui je suis plus proche, je l'aime beaucoup comme si c'était ma sœur, mais les parents vraiment sont toujours en train de prendre mes fils, sont toujours inquiets pour eux, participent toujours à leur vie, et je ne vais pas les mettre en justice, et certaines personnes ont dit mais si tu ne les mets pas il ne va jamais payer, tu dois les mettre pour leur faire peur, mais il a laissé son père payer l'emprunt, est-ce que ça va être juste une peur? J'ai continué ma vie et j'ai réussi à faire devenir viral de plus en plus, j'avais 24 000 abonnés la semaine dernière et grâce à Dieu en 2 ans tout a changé. Je regarde notre vie aujourd'hui et je réussis à offrir des choses aux enfants que je n'aurais pas imaginé offrir si rapidement, les voir recevoir les petites choses pour faire les publicités, ils sont super contents quand il y a quelque chose pour enfants, ils adorent participer à la vidéo et je réussis à les mettre dans ma vie. Je réussis à les emmener dans des travaux par exemple externes, aujourd'hui je vis déjà des choses surréalistes que je n'ai jamais imaginées, il y a encore beaucoup de difficultés, c'est très difficile d'éduquer 3 enfants seuls, c'est fatigant. Il y a des jours où on veut rentrer à la maison et juste s'allonger et on ne peut pas, tu dois donner le bain aux 3, tu dois faire le dîner pour les 3 et ils vont salir toute la cuisine pour manger, donc ça finit par être très fatigant, mais aujourd'hui je regarde en arrière et je vois que j'ai réussi à vaincre parce que la douleur qu'il y avait n'est plus là, donc c'est très bien, la douleur qu'il y avait et qui était horrible n'existe plus, donc on a déjà réussi jusqu'ici, je vais continuer à réussir, je me suis diplômée des masters. Je me suis diplômée aussi, j'ai la licence les 3 masters mais j'ai pour l'instant laissé le domaine de l'éducation et je suis allée dans le marketing, et c'est ça, je pense que les femmes ont juste besoin de savoir qu'elles doivent se concentrer sur elles et non sur le problème qu'il est en train de causer, parce que quand tu comprends que tu es intelligente, que tu peux faire, et je ne dis pas qu'on doit faire seul, je fais seul parce que la vie ne m'a pas donné d'option, mais ce n'est pas que je pense que tous les hommes sont comme ça. Je crois qu'il y a des hommes qui ne le sont pas, mais c'est la vie que j'ai aujourd'hui, c'est assumer tout, donc c'est une routine insensée, je me réveille, j'arrange le premier pour l'école, le van vient le chercher et l'emmène, après j'arrange les 2 autres, ma mère les emmène parce qu'elle est conductrice et ma mère les prend et les emmène, et parfois j'ai plein de réunions, j'ai encore quelques travaux en Espagne donc parfois les réunions sont en espagnol. J'ai appris la langue à cause de ça, aujourd'hui je parle anglais et espagnol et il y a des réunions, après tout à coup il faut livrer un script de client, il faut livrer un service de client, l'après-midi je le laisse pour résoudre des choses dans la rue donc quand il y a une publicité j'y vais, mais mon fils aîné étudie à mi-temps donc il va avec moi dans les endroits et il adore parce que finalement il mange beaucoup de choses que les gens lui donnent parce qu'il y va. Par exemple parfois je suis au cours d'anglais, il est la mascotte là-bas donc il reçoit des choses des gens et il reste là à jouer sur son petit jeu, j'apporte des livres pour qu'il fasse des activité et il ne me donne pas de travail, il reste bien tranquille et je réussis à travailler avec lui près de moi, hier même nous étions sur un terrain de padel et moi en train de faire le tournage là-bas et lui en train de rouler dans le sable presque en train de manger du sable. Je lui ai dit reste tranquille on lavera les vêtements après, mais c'est ça, mon histoire a été bien difficile pendant longtemps parce que je restais à tourner en rond et aujourd'hui les gens disent oh mais aussi. Avec 3 enfants, mais je pense que oui 3 enfants et lui aussi a 3 enfants sauf que moi je fais tout pour assumer et lui ne fait rien du tout, donc ça ne sert à rien de regarder seulement de ce côté-là où elle a 3 enfants si jeunes et oublier le côté qui a abandonné. Parce que les gens se concentrent beaucoup sur celui qui a la surcharge et tout à assumer, les gens oublient tout ça et disent oh mais pourquoi tu en as eu 3, j'en ai eu 3 parce qu'en fait la vie a voulu ainsi. Et c'est bon, je sais que ça aurait pu être différent, c'est bon, j'aurais pu faire l'échange au Canada mais c'était comme ça et j'honore ce qui s'est passé, j'honore ces enfants et ils sont la chose la plus importante pour moi sans aucun doute, je n'ai pas de mots, les voir grandir, devenir si intelligents. Recevoir des compliments dans les écoles qu'ils sont bien élevés, et je regarde en arrière et je dis c'était seul, aujourd'hui ma relation avec ma famille a changé, quand j'ai découvert
Que j'étais enceinte d'Emma, j'étais très mal mais je ne connaissais pas son sexe, et il y a eu une nuit où j'ai rêvé et il y avait comme ça un jardin et un homme en blanc et il disait vous qui êtes enceinte d'une fille vous devez l'appeler Emma parce qu'Emma ne vient pas pour celui qui choisit, Emma vient pour celui qui a besoin d'elle. Et quand je me suis réveillée je suis allée chercher le sens de ce prénom parce que son prénom allait être Hélène si c'était une fille, et la signification. C'est celle qui unit, et c'est à partir d'Emma que ma relation avec mes parents a été restaurée. Aujourd'hui on a une relation bien meilleure que toutes les dernières années, et elle est venue pour mettre les choses en ordre, elle est un tout petit bébé mais elle m'a déjà beaucoup appris sur la vie, vraiment beaucoup. Et aujourd'hui ils ont encore un peu de contact avec ce père, quand ils sont dans la famille paternelle parfois il appelle mais c'est minime, et j'ai demandé à couper aussi parce qu'il a dit à mon fils aîné je ne vais plus jamais retourner en France, et il est resté super triste et j'ai dit je n'ai aucun besoin que tu racontes ça si c'est pour perturber, puisque tu n'aides pas ne perturbe pas. Et j'ai demandé à couper ce contact, je ne sais pas comment ça va être à partir de maintenant. Si je vais le retrouver, s'il va un jour payer ou s'il ne va jamais payer, mais je suis certaine que ma part je la fais et c'est avec ça que je dois me préoccuper, ça ne sert à rien. Que je vive ma vie à le poursuivre, ça n'a jamais été mon intention, je disais toujours aux gens je dois me concentrer sur moi et non pas mettre fin à sa vie, on ne peut pas être heureuse comme ça. Et tout ça est remonté à la surface dans ce cas parce que j'étais au parc et j'ai été interviewée et il m'a posé la question et j'ai répondu, mais pas parce que ça me fait encore mal, j'ai répondu parce que c'est l'histoire que je porte, ce sont les marques que j'ai, c'est qui je suis, et malgré. L'expression mère de 3 à 25 ans qui fait peur c'est exactement qui je suis, et ma famille m'aide dans le sens par exemple si j'ai un travail ils me donnent un soutien, si j'ai un week-end ils m'aident mais au quotidien c'est moi et eux, c'est fatigant, c'est une folie, c'est drôle. Mais je suis certaine que ça passe vite comme j'ai cligné des yeux et je suis ici maintenant, et je vais continuer à essayer de profiter au maximum. Si je vous raconte cette histoire, c'est pour que vous reconnaissiez les signaux que j'ai ignorés. Drapeau triangulaire sur poteau, les signaux d'alerte que j'ai ignorés. Il m'a demandé d'avoir un enfant alors que j'avais 17 ans et que nous n'avions aucune stabilité financière, c'était une façon de me piéger et de me contrôler. Il est devenu une autre personne immédiatement après la naissance de notre premier enfant, ne m'aidait plus et sortait avec ses amis pendant que je restais seule avec le nouveau-né. Il m'a menacé en disant que s'il n'avait pas de relation intime à la maison il chercherait ailleurs. Alors que j'étais épuisée dans le post-partum il est allé au centre commercial avec une ex-petite amie avec l'argent de mon téléphone vendu alors que nous avions un bébé de 3 mois à la maison après que je l'ai mis dehors. Il a officialisé cette autre femme sur les réseaux sociaux en 5 jours et est allé vivre chez elle. Il n'envoyait pas de pension alimentaire et participait à la vie de l'enfant de cette femme mais pas à celle de son propre fils. Quand il est revenu, il utilisait la religion et Dieu comme excuse pour sa manipulation et son contrôle pendant ma deuxième grossesse. Il a supprimé toutes nos photos sur Instagram et était sans alliance dans les vidéos qu'il postait au bar avec d'autres femmes. Il a refusé tous les emplois où on voulait l'enregistrer officiellement, préférant nous laisser sans argent plutôt que de travailler dignement. Il a dit que Dieu lui avait ordonné d'aller seul au Portugal. Utilisant la foi pour justifier l'abandon de sa famille enceinte, il a utilisé les 256 € pour faire son passeport alors que cet argent aurait permis de nourrir nos enfants. Il m'a demandé de vendre le réfrigérateur pour lui envoyer de l'argent au Portugal alors que j'étais enceinte du 3e enfant et sans rien il a supprimé toutes les photos de nous et des enfants de son Instagram le jour même de son départ, préparant déjà son nouveau personnage. Il postait des vidéos en train de danser avec de belles filles dans des bars au Portugal pendant que notre fils de 4 ans demandait combien de temps il restait avant de mourir. Il s'est fait tatouer nos prénoms pendant que notre fille était en réanimation néonatale, utilisant ce geste pour me manipuler émotionnellement sans jamais vraiment être présent. Coche épaisse blanche, ce qu'il faut faire. Écoutez votre intuition, si quelque chose semble bizarre c'est parce que c'est bizarre, votre instinct c'est toujours avant votre raison. Documentez tout, gardez des captures d'écran, des messages, des preuves de tout ce qui se passe parce que vous en aurez besoin plus tard. Construisez votre indépendance financière même si c'est petit à petit. Même si vous devez travailler plusieurs petits boulots, ne dépendez jamais entièrement de quelqu'un d'autre et entourez-vous de personnes qui vous soutiennent. Vraiment, même si c'est seulement 2 ou 3 amis, la qualité vaut mieux que la quantité. Investissez en vous-même, dans votre éducation, dans vos compétences, dans votre développement professionnel parce que personne ne peut vous enlever ça. Cherchez de l'aide professionnelle, un psychologue, un thérapeute. Quelqu'un qui peut vous aider à comprendre les schémas de manipulation. Protégez vos enfants des manipulations émotionnelles, s'il ne maintient pas les visites, coupez le contact pour ne pas
qu'il souffre d'attendre quelqu'un qui ne vient jamais. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, c'est-à-dire vous-même et vos actions, pas sur lui et ses mensonges. Célébrez chaque petite victoire, chaque jour où vous survivez est une victoire. Chaque chose que vous accomplissez seul est une preuve de votre force. Ne laissez personne vous faire sentir coupable pour les décisions que vous avez prises quand vous étiez manipulé, vous faites de votre mieux maintenant et c'est ce qui compte. Crois ce qu'il ne faut jamais faire. Ne croyez jamais qu'il va changer juste parce qu'il retourne à l'église ou parce qu'il pleure et promet. Les manipulateurs sont d'excellents acteurs. Ne laissez jamais quelqu'un utiliser la religion ou Dieu pour justifier des comportements abusifs ou des abandons. Dieu ne demande jamais à quelqu'un d'abandonner ses enfants. Ne sacrifiez jamais votre santé mentale et physique pour garder une relation qui vous détruit de l'intérieur. Ne laissez jamais la peur de ce que les gens vont dire vous empêcher de partir. Ceux qui vous jugent ne vivent pas votre réalité. Ne revenez jamais juste parce que vous avez peur de ne pas y arriver seul. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez et vous méritez mieux. Ne laissez jamais quelqu'un vous faire croire que vous êtes folle ou trop contrôleuse quand vous posez des questions légitimes sur des comportements suspects. N'attendez jamais qu'il décide de payer la pension ou de s'occuper des enfants. Faites les démarches légales nécessaires même si c'est difficile. Ne mettez jamais vos rêves et vos objectifs de côté pour quelqu'un qui ne fait aucun effort pour vous. Continuez vos études, continuez votre travail, continuez à avancer. Ampoule électrique. Ce que j'ai appris. La plus grande leçon que j'ai apprise, c'est que je suis capable de bien plus que je ne pensais. Quand on m'a mise au pied du mur, j'ai découvert une force en moi que je ne connaissais pas. J'ai appris que mes enfants sont la raison pour laquelle je me suis relevée. Surtout Emma qui, en luttant pour sa vie en réanimation, m'a montré que si elle se battait pour vivre, je devais me battre pour nous construire une belle vie. J'ai appris qu'être seule ne signifie pas être faible, au contraire j'ai découvert que j'étais bien plus forte seule que j'étais avec quelqu'un qui me tirait vers le bas. J'ai appris à me concentrer sur moi et sur ce que je construis plutôt que de perdre mon énergie à essayer de comprendre pourquoi il m'a fait ça ou à attendre qu'il change. J'ai appris que les miracles existent mais pas sous la forme que j'espérais. Mon miracle n'a pas été qu'il devienne une meilleure personne, mon miracle a été de trouver la force de reconstruire ma vie avec mes 3 enfants et de devenir indépendante financièrement et émotionnellement. J'ai appris que quand vous arrêtez de supplier quelqu'un de rester dans votre vie, vous créez de l'espace pour que de meilleures choses arrivent. J'ai appris que parfois Dieu ferme des portes non pas pour nous punir mais pour nous protéger de ce qui nous détruirait si on y restait. J'ai appris que l'amour véritable ce n'est pas supporter n'importe quoi, c'est se respecter assez pour partir quand on ne vous respecte pas. J'ai appris que mes enfants m'observent et apprennent de moi comment se traiter et se faire traiter, donc je dois leur montrer qu'on ne reste pas avec quelqu'un qui nous maltraite. J'ai appris que la famille se reconstruit et que même si ma relation avec mes parents était difficile, elle peut se guérir avec le temps et l'honnêteté. J'ai appris que l'indépendance financière c'est la liberté et que je ne permettrai plus jamais à quelqu'un d'avoir ce pouvoir sur moi, et surtout j'ai appris que chaque fin douloureuse est en fait le début de quelque chose de meilleur si on a le courage de continuer. SOS dans un carré si vous vivez ça maintenant. En France, vous n'êtes pas seul et il existe de nombreuses ressources pour vous aider. Appelez le 3919, c'est le numéro national d'aide aux victimes de violences. Il est gratuit et anonyme et disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Contactez une association comme SOS Femmes ou la Fédération Nationale Solidarité Femmes qui peuvent vous héberger et vous accompagner dans vos démarches. Allez au commissariat ou à la gendarmerie pour déposer une main courante ou une plainte. Même si vous pensez que ce ne sont que des violences psychologiques, cela compte et cela crée un dossier. Consultez un avocat spécialisé en droit de la famille. Il existe des aides juridictionnelles pour celles qui n'ont pas les moyens de payer. Ouvrez un compte bancaire secret si vous n'en avez pas déjà un et commencez à mettre de l'argent de côté même si c'est 10 ou 20 euros par mois. Gardez tous les documents importants dans un endroit sûr en dehors de la maison, copie de papier d'identité, documents des enfants, relevé bancaire, preuve de ses revenus. Parlez à quelqu'un de confiance de ce que vous vivez. Ne restez pas isolé parce que l'isolement est l'arme préférée des manipulateurs. Renseignez-vous sur vos droits concernant la pension alimentaire et la garde des enfants. Même s'il est à l'étranger, il y a des accords internationaux qui peuvent être appliqués. Si vous avez des enfants et qu'ils ne paient pas la pension, contactez la CAF qui peut vous aider avec l'allocation de soutien familial. En attendant, faites-vous aider par une assistante sociale qui peut vous orienter vers des aides au logement, des aides financières, des places en crèche prioritaire. Commencez à construire votre indépendance professionnelle, même si ça commence petit, un cours en ligne, une formation, un petit boulot, chaque pas compte, et surtout rappelez-vous que partir est le moment le plus dangereux. Faites un plan de sécurité, ne lui dites pas que
Vous partez avant d'être en sécurité ailleurs, protégez-vous et protégez vos enfants avant tout. Vous n'êtes pas folle. Votre intuition sait. Écoutez-la.